J'ai surpris mon père dire à mon frère, « Ta sœur ? Elle ne mérite pas un sou, elle est dehors. » Le sourire de ma mère m'a révélé son plan. Cette nuit-là, j'ai déplacé tout mon argent. Mais ce qu'il ignorait. Je m'appelle Camille et j'ai 32 ans. Pendant 14 ans, j'ai consacré ma vie à notre entreprise familiale de BTP en tant que directrice financière. Un soir, j'ai entendu mon père dire à mon frère Julien quelque chose qui a fait voler mon monde en éclats. « Ta sœur ne mérite pas un centime de cette entreprise. Elle est dehors. » J'ai regardé ma mère, m'attendant à la voir choquée, mais elle a simplement souri, comme si son plan avait réussi. Cette nuit-là, j'ai déplacé tout mon argent. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je m'étais préparé pour ce moment. L'histoire de ma famille commence dans une petite banlieue chic près de Lyon, où mon père, Édouard, a bâti son empire du BTP à partir de rien. Un immigrant travailleur acharné arrivé avec seulement 20 € en poche. Papa a fondé Dubois Bâtiment il y a 35 ans et l'a transformé en l'un des constructeurs commerciaux les plus respectés de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ma mère, Diane, une ancienne réceptionniste dans un cabinet d'architectes, est devenue sa partenaire dans la vie comme dans les affaires. Et puis il y avait mon frère, Julien, de 8 ans mon cadet et le favori incontestable. Mes souvenirs d'enfance sont peuplés d'images de visites de chantier avec papa le week-end, portant un minuscule casque de chantier qu'il avait fait faire sur mesure pour moi. Je me tenais à ses côtés pendant qu'il m'expliquait les plans, les coûts des matériaux et les concepts structurels en des termes simples que je pouvais comprendre. Papa rayonnait de fierté quand je saisissais rapidement ses leçons, disant à ses ouvriers, « Voici ma brillante fille, Camille. Un jour, elle dirigera cette entreprise mieux que je ne l'ai jamais fait. » C'étaient les années dorées. Je me sentais valorisée, importante et en sécurité quant à mon avenir. Le lien entre mon père et moi semblait indestructible, bâti sur un respect et une admiration mutuelle que je croyais naïvement capable de tout surmonter. Les premières fissures sont apparues à la naissance de Julien. J'avais 8 ans et j'étais initialement ravi d'avoir un petit frère. Je me souviens l'avoir tenu dans mes bras à l'hôpital, promettant d'être la meilleure grande sœur possible. Ce que je ne pouvais pas comprendre à l'époque, c'est comment son arrivée allait lentement mais sûrement modifier ma place dans la famille. Diane avait toujours été quelque peu distante avec moi, mais avec Julien, elle s'est transformée en la mère attentionnée dont j'avais toujours rêvé. Je la regardais le couvrir de baisers, assister à chaque événement scolaire et afficher fièrement ses œuvres d'art médiocres sur le réfrigérateur, tandis que mes réussites scolaires n'obtenaient qu'une reconnaissance laconique. Édouard est resté mon champion pendant de nombreuses années, cependant. Tandis que Diane se concentrait sur Julien, papa et moi partagions notre lien spécial autour de l'entreprise. À 16 ans, j'aidais à la comptabilité de base pendant les vacances d'été. Quand est venu le temps des candidatures pour l'université, j'ai reçu des lettres d'acceptation de plusieurs prestigieuses écoles de commerce, y compris HEC Paris. Je garde encore cette lettre d'acceptation dans une boîte à souvenirs, comme un rappel du chemin non emprunté. Car au lieu de poursuivre des études supérieures, j'ai pris la décision fatidique de rejoindre l'entreprise familiale à plein temps après mon baccalauréat. Édouard m'a convaincu que c'était le choix pragmatique. Pourquoi perdre 4 ans à apprendre la théorie quand tu peux apprendre le métier de A à Z? Cette entreprise sera ton héritage, Camille. Tout ce que je construis, c'est pour toi. Je l'ai cru sur parole. Ces mots sont devenus mon étoile polaire, guidant chaque décision et sacrifice que j'ai fait au cours des 14 années suivantes. Les sacrifices furent considérables. Pendant que mes amis profitaient de leurs expériences universitaires, se faisant des amis pour la vie et explorant leurs identités, je travaillais 60 heures par semaine, apprenant tous les aspects de Dubois Bâtiment. J'ai manqué des anniversaires, des réunions d'anciens élèves et d'innombrables occasions sociales. Avoir des rendez-vous amoureux est devenu presque impossible avec mon emploi du temps, et les quelques relations que j'ai réussi à commencer se sont inévitablement effondrées sous le poids de mon engagement envers l'entreprise. Mes 20 ans ont disparu dans un tourbillon de plans, d'états financiers et de réunions avec les clients. J'ai tout appris, de la lecture des rapports d'ingénierie structurelle à la gestion des finances de projets complexes. J'ai passé du temps dans chaque département, des équipes de construction aux architectes en passant par le personnel administratif. Carole, notre chef comptable de longue date, est devenue un mentor, m'enseignant les détails complexes de la finance dans le BTP que même mon père ne comprenait pas entièrement. Pendant ce temps, Julien a profité d'une enfance et d'une adolescence normale. Il faisait du sport, allait à des fêtes et vivait toutes les étapes typiques que j'avais sacrifiées. Quand il a obtenu son bac avec des notes tout juste moyennes,
Diane a insisté pour qu'il aille dans la meilleure école de commerce que l'argent puisse acheter. Édouard a facilement accepté, expliquant que Julien avait besoin d'une éducation formelle puisqu'il n'avait pas appris le métier sur le terrain comme moi. Ainsi, pendant que je m'épuisais à gérer les opérations quotidiennes, Julien a passé 4 ans dans une université d'élite, suivi de 2 autres pour obtenir son MBA, le tout entièrement financé par l'entreprise que j'avais aidé à construire, l'entreprise qui était censée être mon avenir. Même alors, je refusais de voir les signes avant-coureurs. Je rejetais le nœud dans mon estomac lorsque les dîners de famille se concentraient de plus en plus sur Julien et ses réussites académiques. J'ignorais la façon dont Diane mentionnait avec insistance l'importance d'avoir quelqu'un avec une éducation commerciale formelle à la direction de l'entreprise. J'ai mis de côté mes inquiétudes quand Édouard a commencé à inclure Julien dans les discussions stratégiques pendant ses vacances scolaires, alors que moi, malgré mes années d'expérience, je devais me battre pour faire entendre ma voix. Je me disais qu'il était naturel pour des parents d'être excités que leur fils suive les traces de son père. Je me suis convaincu qu'une fois que Julien rejoindrait l'entreprise, Édouard reconnaîtrait ma valeur et que tout s'équilibrerait. L'héritage serait sûrement égal, les responsabilités équitablement réparties en fonction de l'expérience et des capacités. Quelle douloureuse naïveté. Julien est revenu de son école de commerce il y a 6 ans avec un MBA et un ego qui passait à peine la porte de notre siège social. Je me souviens encore de son premier jour, comment il s'est pavané dans le bureau, vêtu d'un costume qui coûtait plus que le salaire mensuel de nos chefs de chantier. Diane avait organisé une fête de bienvenue avec champagne et traiteur, quelque chose qui n'avait jamais été fait pour aucun employé, y compris moi, lorsque j'avais pris de nouvelles responsabilités. Édouard a fièrement présenté Julien comme notre nouveau vice-président des opérations, un titre créé spécifiquement pour lui malgré son manque total d'expérience pratique. Ce poste le plaçait directement au-dessus de moi dans la hiérarchie de l'entreprise. Bien que j'ai dirigé efficacement les opérations pendant des années en tant que cadre intermédiaire sans le titre prestigieux ni le salaire correspondant, mon père m'a pris à part plus tard ce jour-là, son bras autour de mes épaules. J'ai besoin que tu montres les ficelles du métier à Julien, Camille. Prends-le sous ton aile. C'est bon pour nous tous. L'entreprise grandit et nous devons renforcer l'équipe de direction. J'ai hoché la tête et souri, ravalant le goût amer de l'injustice. J'avais passé plus d'une décennie à apprendre chaque aspect du métier, gravissant les échelons par l'expérience pratique, pour qu'on me demande de former mon jeune frère à un poste qui aurait dû être le mien. Les semaines suivantes ont révélé à quel point Julien n'était pas préparé pour son rôle. Il confondait la terminologie de base du BTP lors des réunions avec les clients, approuvait des changements de matériaux sans en comprendre les implications financières, et a réussi à s'aliéner plusieurs employés de longue date avec son attitude condescendante. Mais chaque fois que j'essayais de le guider, il me repoussait. Je n'ai pas besoin de ton aide, Camille. J'ai un MBA. Je comprends les principes modernes des affaires que papa et toi n'avez jamais eu l'occasion d'apprendre. Le premier grand projet sous sa direction théorique fut le développement immobilier Lambert, un complexe commercial de 30 millions d'euros qui pouvait potentiellement doubler notre chiffre d'affaires annuel. J'avais passé des mois à cultiver la relation avec Guillaume Lambert, le fondateur de l'entreprise, en participant aux réunions préliminaires et en élaborant la proposition complète qui nous avait amenés au tour final de sélection. Le jour de la présentation finale est arrivé. Je m'étais préparé méticuleusement, révisant chaque détail de notre offre, répétant ma présentation pendant des heures. Je suis arrivé tôt pour préparer la salle de conférence, disposant les documents pour chaque participant. 15 minutes avant l'arrivée de l'équipe Lambert, Édouard m'a pris à part. Julien dirigera la présentation aujourd'hui, a-t-il annoncé sans me regarder dans les yeux. Mais papa, je travaille avec Guillaume depuis des mois. Il s'attend à ce que ce soit moi qui la dirige. Édouard a redressé sa cravate, une habitude nerveuse que je reconnaissais des négociations tendues. Ça fait meilleure impression que ce soit le vice-président qui dirige. Julien doit s'imposer auprès des clients importants. Avant que je puisse protester davantage, l'équipe Lambert est arrivée, et j'ai été relégué à un rôle de soutien dans la présentation que j'avais préparée. J'ai regardé Julien bafouiller à travers mes diapositives soigneusement conçues, s'attribuant le mérite de mon travail, tout en me jetant occasionnellement des regards pour obtenir une aide silencieuse lorsqu'il perdait le fil des détails importants. Par miracle, ou peut-être grâce à la solidité de la proposition elle-même, Lambert Immobilier nous a attribué le contrat. Le dîner de célébration ce soir-là a été dominé par Édouard et Diane portant des toasts à Julien pour sa brillante acquisition d'un client aussi prestigieux. J'étais assise en silence, poussant la nourriture dans mon assiette,
quand quelqu'un a pris la chaise vide à côté de moi. C'était votre proposition, n'est-ce pas? Pas la sienne. Je me suis retourné pour croiser le regard pensif d'Adam Bernard, le directeur de l'architecture de Lambert Immobilier, qui avait assisté à la présentation. Comment le saviez-vous? Ai-je demandé, surprise par sa perspicacité. Le document de proposition vous mentionnait comme contact dans les premières ébauches que Guillaume a partagées avec moi. De plus, votre frère n'arrêtait pas de vous regarder chaque fois qu'il était coincé. C'était assez évident. Son évaluation franche m'a fait sourire pour la première fois de la soirée. Adam et moi avons fini par parler pendant des heures après la fin du dîner. Il comprenait parfaitement le secteur de la construction et reconnaissait la profondeur de mes connaissances. Pour une fois, je n'ai pas eu à minimiser mon expertise ou à faire semblant d'être moins informé pour protéger des égos masculins. Adam et moi avons commencé à nous rencontrer régulièrement, officiellement pour discuter des détails du projet, mais de plus en plus pour partager nos frustrations professionnelles et nos aspirations personnelles. Il est devenu à la fois un allié professionnel et un ami à une époque où je me sentais de plus en plus isolé chez Dubois Bâtiment. Au fur et à mesure que le projet Lambert avançait, la distinction entre mes contributions et la reconnaissance de Julien devenait encore plus prononcée. Dans les réunions de projet, Édouard redirigeait mes questions vers Julien. Mes suggestions étaient ignorées jusqu'à ce que Julien les répète plus tard, recevant souvent une approbation enthousiaste pour les mêmes idées que j'avais proposées quelques jours plus tôt. Diane a commencé à passer à mon bureau de plus en plus fréquemment, généralement après que j'ai résolu avec succès une crise que Julien avait créée. Tu sais, Camille, a-t-elle dit lors d'une de ses visites, Guillaume Lambert a un fils à peu près de ton âge. Il est divorcé mais d'une famille merveilleuse. Je devrais peut-être organiser un dîner. J'apprécie l'intention, maman, mais je me concentre sur le projet Lambert en ce moment. Elle a soupiré de façon théâtrale. Tu ne rajeunis pas, ma chérie. La trentaine approche plus vite que tu ne le penses. Il serait peut-être temps de penser à ton avenir personnel plutôt qu'à l'entreprise. Julien est là maintenant pour s'occuper des choses. L'implication était claire, bien que je refuse encore de l'admettre pleinement. Dans la vision de mes parents, Julien dirigerait l'entreprise tandis que je devais faire un bon mariage et m'effacer. Les 6 mois qui ont suivi le contrat Lambert ont marqué un changement radical dans ma position chez Dubois Bâtiment. Là où j'étais autrefois incluse dans toutes les décisions majeures, je me suis retrouvé systématiquement exclu des réunions critiques. Édouard a commencé à programmer des sessions de direction à des moments où j'avais des rendez-vous fixes avec des clients, m'empêchant d'assister aux deux. Lorsque j'ai tenté de reprogrammer mes réunions externes, Diane est intervenue, insistant sur le fait que les relations avec les clients devaient être maintenues et que Julien pouvait représenter les intérêts de la direction en interne. Pendant ce temps, Julien recevait des responsabilités de plus en plus importantes malgré sa démonstration continue d'incompétence. Il a été chargé des négociations avec les fournisseurs bien qu'ils ne connaissent rien à la qualité des matériaux ou aux prix appropriés. Les contrats qui en ont résulté ont coûté à l'entreprise près de 300 000 € de dépenses excédentaires au cours du premier trimestre seulement. Mais lorsque j'ai signalé ces écarts à Édouard, il a balayé mes préoccupations. Julien apporte de nouvelles perspectives à nos relations avec les fournisseurs. Il y a une valeur qui va au-delà du simple résultat financier, Camille. Il est devenu de plus en plus clair que ma position était systématiquement sapée. Et j'ai commencé à tout documenter. Chaque email, chaque composant de projet réussi que j'ai géré, chaque fois où j'ai discrètement résolu les problèmes créés par Julien. J'ai commencé à tenir des registres détaillés de mes heures et de mes contributions, les sauvegardant à la fois sur mes appareils personnels et dans un stockage cloud crypté. Pendant ce temps, j'ai renoué avec Sarah Martin, une amie de lycée devenue avocate d'affaires spécialisée dans les litiges d'entreprise familiales. Nous nous sommes rencontrés pour un café un samedi matin dans un café loin des lieux d'affaires habituels où je pourrais être reconnu. Alors, si je comprends bien, a dit Sarah après que je lui ai expliqué ma situation, tu travailles dans l'entreprise depuis 14 ans. Tu gères efficacement les opérations quotidiennes. Tu leur as apporté leurs plus gros clients. Et tes parents positionnent ton frère moins expérimenté pour prendre la relève tout en te poussant vers le mariage et la maternité. Quand elle l'a dit si crûment, la réalité que j'avais évitée m'a frappé de plein fouet. On me met à la porte, n'est-ce pas? Sarah a tendu la main sur la table et m'a serré la main. Camille, ce que tu décris est malheureusement courant dans les entreprises familiales, surtout avec des parents traditionnels, mais tu as des options. Tes parents ont-ils déjà discuté avec toi de la planification de la succession ou de la structure de l'actionnariat?
Papa a toujours dit que l'entreprise serait mon héritage, mais il n'y a jamais rien eu d'écrit. J'ai toujours cru en sa parole. Sarah a secoué la tête. D'après mon expérience, les promesses verbales dans les entreprises familiales ne valent absolument rien sans document. As-tu une idée de la structure actuelle de l'actionnariat? J'ai dû admettre que je ne savais pas avec certitude. Bien que je gère une grande partie des finances de l'entreprise, les détails de l'actionnariat étaient conservés dans les dossiers personnels d'Édouard et il les gérait avec son avocat personnel. Au cours de notre conversation, Sarah m'a aidé à comprendre le paysage juridique auquel je pourrais être confronté et à commencer à esquisser des stratégies potentielles pour protéger mes intérêts. Pour la première fois, j'ai commencé à voir mes parents non seulement comme ma famille, mais comme des associés qui n'avaient peut-être pas mes meilleurs intérêts à cœur. Pendant que je posais ces bases professionnelles, ma relation personnelle avec Adam Bernard continuait de se développer. Nos réunions de projet avaient évolué en dîner et finalement en quelque chose de plus profond. Adam est devenu mon confident, la seule personne avec qui je pouvais partager mes préoccupations grandissantes sans crainte de jugement ou de trahison. L'incident décisif qui a dissipé tout doute sur ma position précaire chez Dubois Bâtiment s'est produit 3 mois après le début du projet Lambert. Julien avait approuvé une modification de conception importante sans consulter l'équipe d'ingénierie, une décision qui compromettait un système de support structurel essentiel. L'erreur n'a été découverte que lorsque je révisais les plans mis à jour tard un soir. Conscient du désastre potentiel, j'ai passé toute la nuit à consulter notre ingénieur en chef, Robert, pour développer une solution alternative qui maintiendrait l'intégrité structurelle sans nécessiter une refonte complète ni admettre l'erreur embarrassante au client. Au matin, nous avions un plan réalisable qui n'ajouterait qu'un coût minime et aucun retard au calendrier. J'ai présenté la solution à Édouard comme une amélioration plutôt qu'une correction, protégeant Julien des critiques. Au lieu de reconnaître mon initiative, Édouard a félicité Julien d'être ouvert à l'amélioration continue du projet. Cet après-midi-là, j'ai entendu Diane parler à Édouard dans son bureau. Julien trouve vraiment ses marques, n'est-ce pas? Cette modification qu'il a approuvée ce matin était brillante, selon l'équipe d'ingénierie. Je suis resté figé devant la porte, réalisant que non seulement Julien recevait le crédit de ma solution, mais que ma propre mère renforçait activement le faux récit. Ce soir-là, à la maison, Adam a écouté pendant que je racontais les événements de la journée. « Pourquoi continues-tu à le couvrir » a-t-il demandé gentiment. « Tu as résolu un problème qui aurait pu coûter des millions à l'entreprise en responsabilité et en réparation, et tu le laisses s'en attribuer le mérite. » J'ai regardé mon verre de vin. Ils sont toujours ma famille et c'est toujours mon entreprise. Du moins, c'est ce que j'ai toujours pensé. Adam a tendu la main sur la table et a pris la mienne. L'est-ce vraiment? Parce que de mon point de vue, on dirait qu'on te met systématiquement de côté. Je ne pouvais pas contester son évaluation. Les preuves devenaient impossibles à ignorer. Mais j'avais encore besoin de la preuve de ce que je soupçonnais de plus en plus, que mes parents prévoyaient de me couper formellement de la succession de l'entreprise. Cette preuve est arrivée 2 semaines plus tard, alors que je cherchais un dossier de projet passé sur le lecteur partagé. Dans un dossier qui n'aurait dû contenir que de la documentation de projet terminé, j'ai trouvé un document intitulé « Plan de restructuration DB ». Curieuse, je l'ai ouvert pour trouver un plan complet de restructuration de Dubois Bâtiment d'une société en nom collectif à une société par action avec une nouvelle répartition des parts. Le document détaillait un plan visant à émettre 60% des actions à Julien, 30% à Édouard et 10% à Diane. Mon nom n'apparaissait que dans une section intitulée « Transition de la direction actuelle », avec une note sur l'offre d'un règlement et d'un poste de consultante pour assurer une passation en douceur des relations clients. C'était là, noir sur blanc. L'entreprise à laquelle j'avais consacré ma vie d'adulte, qu'on m'avait promise comme mon héritage, était en train d'être structurée pour m'exclure entièrement de la propriété. La famille que je pensais apprécier mes contributions prévoyait de me pousser dehors avec rien de plus qu'un règlement symbolique. J'ai transféré le document à mon email personnel, puis je l'ai fermé sans laisser de traces de ma consultation. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi en contemplant mes prochaines étapes. La trahison n'était plus un soupçon. C'était un plan documenté, et je devais rapidement élaborer ma contre-stratégie. La soirée qui a tout changé s'est produite un mardi de novembre. Le bureau s'était vidé tôt en raison d'une tempête de neige imminente, mais j'étais resté à mon bureau pour finaliser les rapports financiers trimestriels dus à nos partenaires bancaires à la fin de la semaine. Julien avait été chargé de les préparer initialement, mais comme pour beaucoup de ses responsabilités, le travail m'était finalement revenu.
Le siège de Dubois Bâtiment occupait les 2 derniers étages d'un immeuble de bureaux que nous avions rénové une décennie plus tôt. Mon bureau était situé à l'étage inférieur avec le personnel général, tandis que les bureaux de la direction, y compris ceux d'Édouard, Diane et Julien, se trouvaient au dernier étage avec la salle de conférence principale. Vers 20h30, ayant terminé les rapports, je suis monté pour laisser les documents complétés sur le bureau d'Édouard pour sa relecture. L'étage de la direction semblait désert, les lumières du couloir tamisées, seules les lampes de sécurité éclairant l'espace. J'allais poser le dossier sur le bureau de mon père quand j'ai entendu des voix provenant de la salle de conférence au bout du couloir, une lumière visible sous la porte fermée. J'ai immédiatement reconnu la voix retentissante de mon père. Puis les tons plus doux de Diane, et enfin Julien parlant avec une hésitation inhabituelle. Je me suis approché, n'ayant pas l'intention d'écouter aux portes mais attiré par cette réunion tardive inhabituelle. Les documents de succession sont prêts à être déposés après le nouvel an, disait Édouard. Les avocats ont tout préparé selon nos discussions. Et Camille, a demandé Julien. Qu'en est-il de sa part? Elle est dans l'entreprise depuis le lycée. Il y eut une pause, et je retins mon souffle, me pressant plus près de la porte. Ta sœur ne mérite pas un centime de cette entreprise, a répondu Édouard, sa voix dure d'une manière que je n'avais jamais entendu diriger contre moi. Elle est dehors, Julien. L'entreprise a besoin d'un leader masculin fort pour avancer, pas de quelqu'un qui partagera son attention entre les affaires et une éventuelle famille. Nous avons toujours été clairs à ce sujet. J'ai attendu, espérant contre tout espoir que Julien me défendrait, qu'il reconnaîtrait mes années de dévouement et d'expertise. Au lieu de cela, il n'y eut que le silence. Je te l'ai dit il y a des années, intervint Diane, sa voix empreinte d'une satisfaction suffisante. Une fille finit toujours par partir. L'entreprise doit revenir à notre fils. Camille a servi son but en organisant les choses, mais elle n'a pas sa place dans la future direction. Mais c'est elle qui gère les opérations quotidiennes, dit Julien, sa voix incertaine. Tout le monde vient la voir pour des questions, pas moi. C'est pourquoi nous avons besoin d'une période de transition, expliqua Édouard. 6 mois de plus où elle te forme, transférant ses relations clients. Ensuite, nous lui offrons le règlement et le contrat de consultante dont nous avons discuté. Assez petit pour être fiscalement responsable, mais assez grand pour qu'elle ne puisse pas prétendre que nous l'avons traitée injustement. Et si elle n'accepte pas, demanda Julien. Elle acceptera, dit Diane avec confiance. Je suis resté figé, la main sur la bouche pour empêcher tout son de s'échapper. Le dossier de rapport financier a glissé de mes doigts engourdis, éparpillant des papiers sur le couloir moquetté. Je n'ai pas pris la peine de les ramasser. À ce moment-là, 14 ans de dévouement et de loyauté familiale se sont brisés comme du verre. J'ai réussi à reculer en silence, à récupérer mon manteau et mon sac à main de mon bureau, et à quitter le bâtiment sans rencontrer personne. La neige avait commencé à tomber abondamment, mais j'ai à peine remarqué le froid en marchant aveuglément vers ma voiture dans le parking presque vide. Le trajet jusqu'à mon appartement s'est déroulé dans un flou, les larmes gelant sur mes joues alors que je naviguais sur les routes de plus en plus dangereuses. Au moment où je suis arrivé chez moi, mon choc avait cédé la place à une douleur profonde et cuisante qui irradiait de ma poitrine dans tout mon corps. Ce n'était pas seulement une trahison professionnelle. C'était la mort de la famille que je pensais avoir, de l'avenir qu'on m'avait promis, de l'identité que j'avais construite. J'ai appelé Adam, à peine capable de former des phrases cohérentes à travers mes larmes. 30 minutes plus tard, il était à ma porte avec des plats à emporter que je ne pouvais pas manger et une épaule solide dont j'avais désespérément besoin. Ils n'ont jamais eu l'intention de m'inclure, n'arrêtais-je pas de répéter alors qu'Adam me tenait dans ses bras sur le canapé. Toutes ces années, tous ces sacrifices, toutes ces promesses, c'étaient des mensonges. Adam n'a pas offert de platitude ou de faux réconfort. Il a simplement écouté pendant que je déversais 14 ans d'affronts accumulés, de contributions ignorées et de sapes systématiques que j'avais rejetées ou rationalisées. À la lumière crue de ce que j'avais entendu, le schéma était indéniable. Après des heures de catharsis émotionnelle, l'épuisement a finalement pris le dessus. Alors que je glissais vers un sommeil agité, j'ai entendu Adam dire doucement, « Ce n'est pas la fin de ton histoire, Camille. C'est le début de ton indépendance. » Ces mots ont planté une graine qui allait devenir mon salut. Car si ma famille m'avait trahi, elle m'avait aussi sous-estimé. Il me voyait comme la fille obéissante qui accepterait tranquillement les miettes qu'il lui offrirait.
ils n'ont pas reconnu que la même détermination et le même sens des affaires que j'avais appliquées à la construction de Dubois Bâtiment pouvaient être tournés vers la sécurisation de mon propre avenir. Cette nuit-là, alors que la neige recouvrait la ville d'un blanc immaculé, j'ai pris une décision. Je n'allais pas affronter ma famille immédiatement. Je ne leur donnerais pas la satisfaction de me voir brisé. Au lieu de cela, j'utiliserais le seul avantage que j'avais, leur croyance en mon ignorance, pour préparer la bataille à venir. Ils pensaient avoir 6 mois pour me pousser dehors à leurs conditions. J'utiliserais ce même temps pour m'assurer de partir aux miennes. Le matin après avoir découvert la trahison de ma famille, je me suis déclaré malade pour la première fois depuis des années. J'avais besoin d'espace pour réfléchir clairement et de temps pour mettre en œuvre mes premiers plans sans que des yeux suspicieux ne surveillent chacun de mes mouvements. Édouard m'a envoyé un texto pour me demander où en étaient les rapports financiers inachevés, sans mentionner les papiers éparpillés que j'avais laissés devant la salle de conférence. De toute évidence, ils n'avaient aucune idée que j'avais entendu leur conversation. Ma première action fut l'autopréservation financière. J'ai visité 3 banques différentes, retirant mes économies personnelles et ouvrant de nouveaux comptes non liés aux institutions où Dubois Bâtiment faisait affaire. J'ai eu la chance d'avoir toujours maintenu des finances personnelles séparées malgré les suggestions fréquentes de Diane que la famille devrait gérer mon argent. Ces tentatives subtiles de contrôle, que j'avais autrefois attribuées à une sollicitude maternelle, se révélaient maintenant faire partie d'un plus grand schéma de manipulation. Ensuite, j'ai contacté Sarah, lui demandant de me rencontrer dès que possible. Nous nous sommes retrouvés à son bureau cet après-midi-là, où j'ai raconté exactement ce que j'avais entendu et lui ai montré le document de restructuration que j'avais découvert. C'est un cas d'école d'oppression d'actionnaires minoritaires, a expliqué Sarah en examinant les documents. Bien que tu n'aies pas actuellement de participation formelle, tu pourrais faire valoir que tu as un capital sûr dans l'entreprise en raison de tes années de travail sous-payées et des promesses verbales qui t'ont été faites. Quelles sont mes options ? Ai-je demandé. Nous avons plusieurs voies. Nous pourrions demander une injonction d'urgence pour empêcher la restructuration, bien que cela crée immédiatement une hostilité ouverte. Nous pourrions négocier depuis une position de force en utilisant les preuves de leurs intentions. Ou nous pourrions t'aider à préparer ta sortie tout en documentant tout pour monter un dossier. J'ai soigneusement examiné les options. Une confrontation juridique immédiate alerterait ma famille que je connaissais leur plan, éliminant ma capacité à recueillir plus d'informations et à me préparer correctement. De plus, malgré tout, c'était toujours mes parents et mon frère, et je voulais donner à Julien, en particulier, l'occasion de choisir un chemin différent de celui que nos parents avaient tracé. Pour l'instant, je veux tout documenter tout en faisant semblant de continuer normalement, ai-je décidé. Mais j'ai besoin de savoir exactement quels sont mes droits et quelles preuves renforceront ma position. Sarah a hoché la tête avec approbation. Cela nous donne le temps de construire le dossier le plus solide possible. Pendant ce temps, je te suggère de commencer à réfléchir à tes prochaines étapes professionnelles. Si tu finis par quitter Dubois, que voudrais-tu faire ? Cette question m'a conduite à ma réunion suivante ce même jour avec Adam, dans un restaurant tranquille loin de nos lieux d'affaires habituels. Contrairement à Sarah, qui a apporté une clarté juridique, Adam a offert à la fois un soutien émotionnel et une connaissance pratique du secteur. Tu en sais plus sur la gestion de la construction commerciale que quiconque que j'ai jamais rencontré, a-t-il dit après que j'ai exposé ma situation. Et tu as des relations avec tous les principaux clients, fournisseurs et sous-traitants de la région. As-tu déjà envisagé de créer ta propre entreprise ? L'idée était à la fois terrifiante et exaltante. Créer ma propre entreprise, concurrencer directement Dubois Bâtiment. Ce n'est pas aussi fou que ça en a l'air, a poursuivi Adam, sentant mon hésitation. Le projet Lambert a déjà exposé de nombreux clients à tes capacités. Guillaume a commenté à plusieurs reprises que tu es le vrai talent chez Dubois, et franchement, je pense moi-même à faire un changement. Quel genre de changement, ai-je demandé. Lambert Immobilier a été formidable, mais j'ai toujours voulu faire partie d'une entreprise de conception-construction plus intégrée plutôt que de travailler exclusivement du côté de l'architecture. J'ai des économies, des relations dans le secteur et des compétences complémentaires aux tiennes. À la fin de ce dîner, nous avions les grandes lignes d'un plan d'affaires pour Bernard et Dubois Associés, une nouvelle entreprise de conception-construction qui combinerait l'expertise architecturale d'Adam avec mon expérience en gestion de la construction. Le nom a été délibérément choisi pour maintenir le lien avec ma réputation professionnelle tout en établissant une nouvelle identité distincte de mon héritage familial. Au cours de la semaine suivante, tout en maintenant mon horaire de travail normal chez Dubois Bâtiment,
j'ai commencé à copier systématiquement la documentation de toutes mes contributions à l'entreprise, les dossiers de projet où j'étais listé comme responsable, les améliorations financières que j'avais mises en œuvre, les relations clients que j'avais cultivées, les problèmes que j'avais résolus. J'ai pris soin de n'accéder qu'aux documents dont j'avais légitimement besoin pour mon travail actuel, en utilisant mes identifiants autorisés et pendant les heures de bureau normales. Rien de ce que je faisais n'apparaîtrait comme inhabituel dans les journaux de sécurité. J'ai aussi commencé à avoir des conversations informelles avec Carole, notre chef comptable, qui était dans l'entreprise depuis avant mon arrivée et qui avait toujours été un mentor pour moi. Sans révéler ce que je savais des plans de succession, j'ai posé des questions sur la structure financière de l'entreprise, la répartition de l'actionnariat et les contributions historiques. Carole a été plus bavarde que je ne l'attendais. Tu sais, ton père avait initialement prévu une structure très différente pour l'avenir de l'entreprise, m'a-t-elle confié lors d'un déjeuner. Avant que Julien n'aille en école de commerce, le plan de succession t'incluait comme actionnaire majoritaire, avec une participation plus faible pour Julien. C'est Diane qui a poussé pour le changement. Cette confirmation de ce que je soupçonnais m'a à la fois blessé et renforcé dans ma résolution. Mon père avait eu l'intention d'honorer ses promesses envers moi, mais avait laissé ma mère le faire changer d'avis, privilégiant les rôles de genre traditionnels au détriment du mérite et de la contribution. Carole a également révélé quelque chose que je ne savais pas. Depuis des années, Diane s'adonnait à des pratiques financières douteuses, classant des dépenses personnelles comme des frais professionnels et percevant des frais de gestion qui n'étaient pas divulgués dans la comptabilité générale. Bien que pas nécessairement illégales étant donné la structure de l'entreprise, ces actions avaient effectivement transféré des actifs importants de l'entreprise vers ses comptes personnels. J'avais maintenant une image plus claire de la situation, et il était temps d'accélérer mes préparatifs. Adam et moi avons formalisé notre plan d'affaires, obtenu des engagements de financement préliminaires et entamé des conversations discrètes avec des clients potentiels, présentant notre projet comme une possibilité future sans calendrier précis. Plus crucial encore, j'ai rencontré Guillaume Lambert sous prétexte de faire le point sur le projet en cours. Une fois notre discussion d'affaires terminée, j'ai pris un risque calculé. Guillaume, je dois partager quelque chose en toute confiance. J'envisage un changement de carrière dans l'année à venir. Ses sourcils se sont haussés. Quitter Dubois. Ce serait une perte importante pour eux. J'explore le lancement de ma propre entreprise de conception-construction axée sur la construction commerciale durable. Adam Bernard envisage de me rejoindre en tant que partenaire. Guillaume m'a étudié pensivement. C'est un timing très intéressant, Camille. Nous avons 3 autres développements prévus pour l'année prochaine pour lesquels nous n'avons pas encore de contrat. Est-ce que Dubois Bâtiment est envisagé, ai-je demandé prudemment. Ils sont sur la liste, mais franchement, mon conseil d'administration a des inquiétudes quant à la cohérence de la gestion de projet. Nous avons remarqué que la qualité de l'interaction est devenue inégale depuis que Julien a commencé à prendre un rôle plus important. J'ai gardé une expression neutre malgré ma justification intérieure. Si je devais lancer cette nouvelle entreprise, est-ce que Lambert Immobilier nous considérerait pour ses projets? Guillaume n'a pas hésité. Cette conversation s'est répétée avec des variantes auprès de plusieurs autres clients clés au cours des semaines suivantes. J'ai pris soin de ne jamais dénigrer Dubois Bâtiment ou ma famille, présentant ma future entreprise simplement comme une nouvelle direction axée sur des domaines où Dubois avait été moins actif, tels que les technologies de construction durable et les services intégrés de conception-construction. À la fin des 3 mois, Adam et moi avions obtenu des engagements de principe de 5 grands clients potentiels, y compris Lambert Immobilier, sous réserve que notre nouvelle société soit opérationnelle lorsque leur projet serait prêt à être mis en adjudication. Nous avions trouvé des locaux potentiels, créé un plan d'affaires détaillé et préparé toute la documentation nécessaire pour établir formellement l'entreprise le moment venu. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place lorsque Carole m'a approché en privé après avoir remarqué des mouvements financiers inhabituels initiés par Diane. Camille, je prends ma retraite dans 6 mois et je ne peux pas, en bonne conscience, partir sans te dire quelque chose. Ta mère a systématiquement déplacé des actifs de l'entreprise vers des comptes séparés auxquels seul elle et ton père ont accès. S'il prévoit de vendre ou de restructurer, cela pourrait considérablement sous-évaluer l'entreprise avant tout transfert de propriété. Cette information était le dernier levier dont j'avais besoin. Avec des preuves d'irrégularité financière, mon dossier pour un traitement équitable s'est considérablement renforcé. Sarah a confirmé que ces actions pourraient constituer un manquement à l'obligation fiduciaire, selon la manière dont les transactions étaient structurées. Armé de conseils juridiques, d'une préparation commerciale,
d'une indépendance financière et de relations clients, j'étais enfin prête pour la confrontation qui se préparait depuis des mois. J'ai choisi mon moment avec soin, la réunion trimestrielle du conseil d'administration prévue la semaine suivante, où ma famille prévoyait de discuter ouvertement de la planification de la succession pour la première fois, ignorant toujours que je connaissais leurs véritables intentions. La veille de la réunion, je me suis assise dans mon appartement, examinant toute ma documentation une dernière fois. Adam a appelé pour me souhaiter bonne chance. Quoi qu'il arrive demain, a-t-il dit, tu as déjà gagné en prenant le contrôle de ton avenir. Souviens-toi de ça. Ces mots m'ont rassuré. Pendant trop longtemps, je m'étais défini par l'approbation de mes parents et la promesse de l'entreprise familiale. Maintenant, je redéfinissais le succès selon mes propres termes. Gagner ou perdre dans la confrontation à venir, j'avais déjà reconquis mon autonomie et mon amour-propre. J'ai dormi étonnamment bien cette nuit-là, mieux que depuis des mois. Le chemin à suivre était clair, et pour la première fois depuis cette soirée enneigée où j'avais entendu la trahison de ma famille, je me sentais non seulement déterminé, mais véritablement optimiste quant à mon avenir. La réunion trimestrielle du conseil d'administration de Dubois Bâtiment était prévue à 9h un jeudi de mars. Typiquement, ces réunions ne comprenaient qu'Edouard, Diane, Julien, notre avocat d'entreprise, Frank Wilson, et moi-même. Parfois, Carole assistait pour présenter les rapports financiers, mais sa participation se limitait généralement à des points spécifiques de l'ordre du jour. Je suis arrivé tôt, vêtu de mon tailleur gris anthracite le plus autoritaire, les cheveux soigneusement coiffés, projetant la confiance de quelqu'un qui sait exactement où elle en est. Sarah m'avait conseillé de maintenir un professionnalisme absolu, peu importe à quel point la situation pourrait devenir émotionnelle. Votre attitude renforcera votre position, avait-elle souligné. Laissez-les être ceux qui perdent le contrôle. La salle de conférence était vide quand je suis arrivé, me laissant le temps de m'installer discrètement. J'ai placé des copies de documents clés à chaque siège, face cachée avec une note demandant de ne pas les retourner avant indication. J'ai connecté mon ordinateur portable au système de présentation et j'ai préparé les matériaux que j'avais préparés. Édouard est entré le premier, haussant un sourcil à ma présence précoce, mais ne disant rien en prenant sa place habituelle en bout de table. Diane a suivi, me gratifiant d'un mince sourire qui n'a jamais atteint ses yeux. Julien est arrivé ensuite, l'air légèrement mal à l'aise en me faisant un signe de tête. Frank Wilson est arrivé précisément à 9h, mallette à la main, saluant professionnellement tout le monde. J'ai remarqué avec intérêt que Carole est également entrée, bien qu'elle n'ait pas mentionné assister à toute la réunion lorsque nous avions parlé la veille. Elle m'a fait un signe de tête presque imperceptible en s'asseyant au fond de la table. Après de brèves politesses, Édouard s'est éclairci la gorge et a déclaré la réunion ouverte. Avant de commencer l'examen trimestriel habituel, nous avons une annonce importante à discuter. Frank a préparé la documentation concernant la restructuration formelle de Dubois Bâtiment d'une société en nom collectif à une société par action, y compris la nouvelle répartition de l'actionnariat. Papa, ai-je interrompu doucement. J'ai également préparé des documents pertinents sur ce sujet. Peut-être pourrais-je les présenter en premier pour nous assurer d'avoir une image complète avant de discuter des changements. Édouard a légèrement froncé les sourcils, clairement agacé par la déviation de son ordre du jour. Mais Diane a parlé avant qu'il ne puisse objecter. Camille, ma chérie, la restructuration a déjà été décidée. Ta contribution, bien qu'appréciée, n'est pas nécessaire pour cette discussion particulière. Elle a souri de ce même sourire suffisant que j'avais vu à travers la porte de la salle de conférence des mois plus tôt. En fait, je pense que vous trouverez mes informations très pertinentes, ai-je répondu, ma voix stable malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines. Je voudrais vous présenter Sarah Martin, qui se joint à nous aujourd'hui en tant que ma représentante légale. À ce signal, Sarah est entrée dans la pièce, professionnelle et posée dans un tailleur bleu marine, portant sa propre mallette de documents. Le choc sur les visages de mes parents a été immédiat et profond. Qu'est-ce que cela signifie, a exigé Édouard, son visage rougissant. C'est une réunion de famille privée. C'est exactement pourquoi je suis ici, a répondu calmement Sarah, prenant le siège que j'avais laissé vide à côté de moi. Mademoiselle Dubois a des préoccupations concernant la restructuration proposée et ses implications pour ses 14 années de contribution à cette entreprise. Frank Wilson s'est redressé sur sa chaise. Avocat reconnaissant avocat. Je n'étais pas au courant qu'il y avait des éléments litigieux dans cette réorganisation. C'est parce que mes clients ne vous ont pas informé de tous les faits pertinents, a répondu Sarah.
Mademoiselle Dubois n'a que récemment pris connaissance des plans visant à l'exclure de la succession de l'entreprise malgré des engagements verbaux antérieurs contraires. Édouard a frappé la table de sa main. Ça suffit. Cette réunion est ajournée jusqu'à ce que nous puissions régler cela en privé. Je crois que c'est le moment idéal pour aborder ces questions avec toutes les parties concernées présentes, ai-je dit, me levant pour prendre le contrôle de la conversation. Je dois informer tout le monde que je suis pleinement consciente du plan visant à transférer 100% de la propriété de l'entreprise à papa et Julien, avec l'intention de me retirer de mon poste après une période de transition où je formerai Julien pour reprendre mes responsabilités. Julien avait l'air accablé, regardant alternativement nos parents et moi. Camille, ce n'est pas comme ça, a-t-il commencé. Ah non, ai-je demandé, laissant enfin transparaître une partie de ma blessure. Il y a 3 mois, je vous ai entendus tous les 3 dans cette même pièce. Papa a dit, et je cite, « Ta sœur ne mérite pas un centime de cette entreprise. Elle est dehors. » Maman a dit que j'avais servi mon but en organisant les choses, mais que je n'avais pas de place dans la future direction. Et toi, Julien, tu as à peine objecté. La couleur a quitté le visage de Diane. Tu écoutais aux portes, a-t-elle accusé. Je livrais des rapports financiers après les heures de bureau et j'ai entendu mon nom être discuté, ai-je corrigé. Mais ce n'est pas la question. La question est que j'ai consacré 14 ans de ma vie à cette entreprise sur la base de promesses répétées que ce serait aussi mon héritage. J'ai fait un geste vers les documents que j'avais placés à chaque siège. Frank Wilson parcourait déjà les documents avec un froncement de sourcils de plus en plus profond tandis que les membres de ma famille me regardaient dans divers états de choc et de colère. Camille a une solide revendication pour un traitement équitable basé sur la confiance légitime, a expliqué Sarah. Elle a renoncé à des études supérieures et à d'autres opportunités de carrière sur la base de promesses spécifiques concernant son avenir dans cette entreprise. Édouard a retrouvé son sang-froid en premier. Quoi que tu penses avoir entendu, c'était une discussion familiale privée. Il n'y a rien de juridiquement contraignant dans les conversations que tu as surprises, a-t-il dit avec dédain. Peut-être pas de manière isolée, a reconnu Sarah, mais combiné à 14 ans de rémunération inférieure au marché basée sur des promesses de participation future et aux contributions documentées de Mademoiselle Dubois à la croissance de l'entreprise. Il y a des motifs substantiels pour un recours juridique si nous devions emprunter cette voie. Tu menaces de poursuivre ta propre famille en justice, a demandé Diane, sa voix s'élevant d'indignation. Je demande le traitement équitable qui m'a été maintes fois promis, ai-je répondu calmement. Mais il y a d'autres questions à examiner avant de discuter d'une solution. J'ai fait signe à Carole qui était restée silencieuse au bout de la table. Carole a fourni une documentation sur des transactions financières préoccupantes qui pourraient constituer un manquement à l'obligation fiduciaire. Carole a hoché la tête et a distribué son propre jeu de documents. Au cours des 5 dernières années, il y a eu des transferts systématiques de fonds de l'entreprise vers des comptes personnels par le biais de dépenses mal classées et de frais de gestion non divulgués. Elle a regardé directement Diane. La plupart de ces transactions ont été autorisées par Madame Dubois sans documentation appropriée ni approbation du Conseil. L'atmosphère dans la pièce a radicalement changé alors que Frank Wilson examinait les documents de Carole avec une inquiétude croissante. C'est très irrégulier, a-t-il dit finalement, en regardant Édouard et Diane. Pourquoi n'ai-je pas été consulté sur ces transactions? C'était des procédures opérationnelles standards pour une entreprise familiale, a lancé Diane, mais sa façade assurée se fissurait. J'ai avancé la présentation, affichant une diapositive sur l'écran de la salle de conférence. Pendant que nous discutons de l'avenir de Dubois Bâtiment, je dois vous informer qu'à compter du mois prochain, je lancerai Bernard et Dubois Associés, une nouvelle entreprise de conception-construction spécialisée dans la construction commerciale durable. Adam Bernard de Lambert Immobilier me rejoindra en tant que partenaire. L'annonce a fait l'effet d'une bombe dans la pièce déjà tendue. Julien a littéralement halté. Tu ferais concurrence à ta propre famille, a exigé Édouard, son visage maintenant marbré de colère. Je n'ai pas fait ce choix, papa. C'est toi qui l'as fait quand tu as décidé de me mettre à l'écart après 14 ans de dévouement. J'ai cliqué sur la diapositive suivante, montrant une liste de 5 grands promoteurs commerciaux de la région. Ces clients ont exprimé leur intérêt à travailler avec ma nouvelle entreprise une fois qu'elle sera opérationnelle. Ils incluent Lambert Immobilier, Conway Développement et 3 autres clients importants actuellement avec Dubois Bâtiment. Le sang a quitté le visage d'Édouard alors qu'il reconnaissait les noms représentant près de 40% de notre portefeuille d'activité actuel. Tu as débauché nos clients. C'est contraire à l'éthique et peut-être illégal,
s'est exclamée Diane. Je n'ai rien fait de contraire à l'éthique ou d'illégal, ai-je répondu calmement. J'ai simplement informé certains clients de mes futurs plans professionnels. Leur intérêt à travailler potentiellement avec ma nouvelle entreprise était entièrement leur décision, basée en grande partie sur leurs expériences de travail direct avec moi au fil des ans. La pièce est tombée dans le silence alors que les implications s'imposaient. Dubois Bâtiment était non seulement confronté à une action en justice potentielle pour traitement inéquitable d'une contributrice clé et pratiques financières douteuses, mais aussi à la perte imminente de clients majeurs au profit d'un nouveau concurrent fondé par la personne même qu'ils avaient prévu de rejeter. Frank Wilson s'est éclairci la gorge. Je crois qu'il serait prudent de discuter des options de règlement plutôt que de poursuivre la restructuration comme prévu. Édouard m'a regardé, un mélange complexe d'émotions traversant son visage. La colère cédant progressivement la place à quelque chose qui aurait pu être du respect ou peut-être simplement de la résignation. Que veux-tu, Camille ? J'ai exposé mes conditions clairement. Premièrement, la reconnaissance formelle de mes contributions par une allocation de propriété appropriée dans l'entreprise restructurée ou une compensation financière juste basée sur la valeur que j'ai aidé à créer. Deuxièmement, une comptabilité complète et la correction des transactions financières douteuses que Carole a identifiées. Troisièmement, un accord de non-dénigrement protégeant ma réputation professionnelle alors que je lance ma nouvelle entreprise. Les négociations qui ont suivi ont été intenses et parfois amères, en particulier de la part de Diane, qui semblait incapable d'accepter l'effondrement de son plan soigneusement construit. Julien est resté largement silencieux, établissant parfois un contact visuel avec moi qui suggérait une prise de conscience naissante de la façon dont il avait été utilisé comme un pion dans les manœuvres de nos parents. En fin d'après-midi, avec les deux représentants légaux comme médiateurs, nous sommes parvenus à un accord. Bien que je ne reçoive pas de participation dans Dubois Bâtiment, je recevrai un règlement substantiel représentant la valeur de mes contributions, structuré à la fois comme un paiement immédiat et des redevances continues sur des relations clients spécifiques que j'avais développées. Toutes les transactions financières douteuses seraient rectifiées, Carole supervisant le processus avant sa retraite, et les deux sociétés fonctionneraient avec des accords de non-dénigrement mutuel. Alors que la réunion se terminait enfin et que les documents étaient préparés pour la signature, Julien m'a approché en privé. Je ne connaissais pas toute l'étendue de ce qu'il prévoyait, a-t-il dit à voix basse. Je savais qu'ils voulaient que je prenne la relève à terme, mais pas qu'ils avaient l'intention de te couper complètement. Tu n'as jamais posé les bonnes questions, Julien, ai-je répondu, sans méchanceté, et tu étais trop disposé à accepter des avantages que tu n'avais pas mérités. Il a hoché la tête, acceptant la critique. Que arrive-t-il à l'entreprise maintenant, sans toi et avec certains de nos plus gros clients qui partent potentiellement ? Je ne sais pas si je peux gérer. Cela dépend de toi, lui ai-je dit honnêtement. Tu as l'éducation mais tu manques d'expérience. Si tu es prêt à apprendre, à vraiment apprendre le métier de A à Z comme je l'ai fait, tu pourrais réussir. Mais tu devras sortir de derrière la protection de papa et du favoritisme de maman. Le feras-tu ? Je veux dire, serais-tu prête à me donner des conseils parfois ? A-t-il demandé avec hésitation. La demande m'a surprise, mais je me suis retrouvé à hocher la tête. Pas en tant qu'employé ou obligation familiale, mais par courtoisie professionnelle. Nous sommes toujours frères et sœurs, Julien. Même si nos chemins professionnels sont maintenant séparés. En rassemblant mes affaires et en me préparant à quitter la salle de conférence, je me suis senti plus légère que depuis des années. La confrontation avait été difficile, mais le résultat était meilleur que ce que j'avais osé espérer. Je partais avec une compensation équitable pour mes années de travail, la liberté de poursuivre ma propre vision, et la connaissance que je m'étais défendu avec dignité et efficacité. La victoire n'était pas seulement financière ou professionnelle. C'était la récupération de mon estime de moi, l'affirmation de ma valeur au-delà de l'approbation familiale. En sortant du siège de Dubois Bâtiment ce soir-là, je n'étais plus la fille dévouée cherchant la validation, mais une femme d'affaires qui avait plaidé pour elle-même et gagné selon ses propres termes. 18 mois se sont écoulés depuis cette réunion fatidique du conseil d'administration, et ma vie s'est transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire lorsque j'ai entendu pour la première fois les mots méprisants de mon père dans cette salle de conférence enneigée. Bernard et Dubois associés à prospérer au-delà de mes projections les plus optimistes. Nous avons commencé avec un modeste bureau et une équipe de 5 personnes, dont Adam et moi-même. Aujourd'hui, nous employons 23 personnes et avons achevé 7 grands projets, avec 5 autres en développement actif. Le complexe commercial de Lambert Immobilier, notre premier grand contrat,
a été achevé 3 mois avant la date prévue et 5% en dessous du budget, établissant notre réputation d'excellence et d'efficacité. Le partenariat professionnel avec Adam a naturellement évolué vers une relation personnelle également. Après des années à mettre ma vie personnelle en attente pour l'entreprise familiale, j'ai trouvé en Adam quelqu'un qui valorise mon ambition et mon expertise plutôt que de les voir comme menaçantes ou inconvenantes. Il comprend ma motivation parce qu'il la partage, et ensemble, nous avons créé à la fois une entreprise florissante et un partenariat épanouissant fondé sur le respect mutuel. Ma relation avec ma famille a mis plus de temps à trouver son équilibre. Édouard a maintenu une distance glaciale pendant plusieurs mois après notre confrontation, sa fierté blessée par mon affirmation d'indépendance. Diane a initialement refusé tout contact, incapable de se réconcilier avec l'effondrement de ses plans soigneusement élaborés. Mais le temps et les circonstances ont une façon de faire évoluer même les positions les plus retranchées. Julien a été le premier à tendre la main, environ 6 mois après mon départ de Dubois Bâtiment. Il a demandé à me rencontrer pour un café, arrivant avec une humilité que je n'avais jamais vue chez lui. L'entreprise est en difficulté, a-t-il admis franchement. Nous avons perdu le compte Conway le mois dernier, et 2 de nos chefs de projet sont partis. Papa s'épuise au travail, essayant de maintenir les relations avec les clients, et maman. Eh bien, elle ne gère pas bien le stress. J'ai écouté sans l'interrompre alors qu'il détaillait les défis auxquels était confrontée l'entreprise que j'avais autrefois espéré hériter. Bien que j'ai ressenti une pointe de justification, elle a été éclipsée par une réelle inquiétude pour l'entreprise qui avait fait partie de ma vie pendant si longtemps. Je ne suis pas venu demander de l'aide, a précisé Julien en voyant mon expression. Je voulais juste que tu saches que je comprends mieux maintenant ce que tu as fait pour l'entreprise pendant toutes ces années, à quel point papa et moi avons tout pris pour acquis. J'essaie d'apprendre correctement, en commençant par les bases comme tu l'as toujours suggéré. Sa reconnaissance sincère m'a touché plus profondément que je ne l'attendais. Nous avons commencé à nous rencontrer tous les mois après cela, non pas pour discuter de défis commerciaux spécifiques, mais pour reconstruire une relation fraternelle qui avait été déformée par les manipulations de nos parents. Julien n'était pas la personne arrogante et privilégiée que j'avais détestée, mais plutôt un jeune homme qui avait été façonné par des attentes et un favoritisme qu'il n'avait pas créé. Édouard a ensuite pris contact, m'appelant après que Dubois Bâtiment ait perdu un appel d'offres face à mon entreprise pour un complexe de bureaux municipal. La conversation a été guindée au début, lourde de récriminations tacites, mais s'est finalement adoucie en quelque chose qui approchait le respect. Votre proposition était supérieure, a-t-il reconnu à contre-cœur. Les caractéristiques de durabilité. Nous ne pensions pas qu'elles étaient rentables. Vous les avez fait fonctionner dans le budget. J'ai eu de bons professeurs, ai-je répondu, lui accordant la dignité de la reconnaissance sans renoncer à mon propre accomplissement. Ces reconnexions timides se sont poursuivies, construisant progressivement un nouveau type de relation familiale, basé sur le respect adulte plutôt que sur l'autorité parentale ou les rôles de l'enfance. Édouard et moi nous consultons maintenant occasionnellement sur des questions sectorielles, une courtoisie professionnelle qui a lentement dégelé le froid personnel entre nous. Julien a trouvé sa propre voie au sein de Dubois Bâtiment, se concentrant sur le développement résidentiel, où ses connaissances académiques lui servent mieux que dans les projets commerciaux. Seule Diane a maintenu ses distances. Incapable d'accepter le démantèlement de sa vision de l'héritage familial, elle envoie des cartes d'anniversaire obligatoires et fait de brèves apparitions lors des rares réunions de famille. Mais la chaleur entre nous, toujours ténue, ne s'est pas ravivée. J'ai fait la paix avec cette absence, comprenant que son incapacité à me voir comme une personne autonome plutôt qu'une extension de son plan familial est sa limitation, pas la mienne. La guérison de cette profonde trahison a été un voyage en soi. Le choc et la douleur initiaux ont cédé la place à la colère, puis à la détermination, et enfin à une sorte de paix qui vient du fait de se tenir fermement dans sa propre vérité. Je ne cherche plus la validation de ceux qui ont été incapables de m'apprécier à ma juste valeur. Au lieu de cela, j'ai construit un cercle de collègues, d'amis et de familles choisis qui apprécient non seulement ce que je peux faire, mais qui je suis vraiment. Les leçons que j'ai apprises à travers cette expérience ont transformé non seulement ma vie professionnelle, mais aussi ma compréhension de moi-même et de ce que je mérite. Je reconnais maintenant que la loyauté doit être réciproque pour avoir un sens. Que le sacrifice sans reconnaissance devient du martyre, et que le véritable amour, qu'il soit familial ou romantique, doit inclure le respect de l'autonomie et de la réussite. Plus important encore, j'ai appris que ma valeur ne dépend pas de la reconnaissance des autres. Les compétences,
L'intelligence et l'éthique de travail qui ont construit Dubois Bâtiment n'ont pas disparu lorsque ma famille n'a pas réussi à les honorer. Elles ont simplement trouvé une nouvelle expression chez Bernard et Dubois Associés. La fille qu'ils ont sous-estimée est devenue la concurrente qu'ils ne pouvaient ignorer, non par vengeance, mais par la simple affirmation de ma propre valeur. Si vous vous trouvez dans une situation où ceux qui devraient vous valoriser le plus vous prennent pour acquis, souvenez-vous que leur incapacité à voir votre valeur ne la diminue pas. Vos talents n'ont pas besoin de validation familiale pour exister. Vos contributions comptent, qu'elles soient ou non correctement créditées. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de partir et de construire quelque chose de nouveau qui reflète votre vraie valeur. Je ne suis plus la femme qui se tenait figée devant une salle de conférence, le cœur brisé en découvrant qu'elle était jetable dans les plans de sa famille. Aujourd'hui, je suis à la tête de ma propre création, entouré de personnes qui reconnaissent mes contributions, libéré du besoin de prouver ma valeur à ceux qui étaient déterminés à ne pas la voir. Cette terrible nuit où j'ai entendu le renvoi cruel de mon père s'est avérée être le début de ma libération, pas de ma défaite. Parfois, les pires trahisons peuvent nous conduire à la meilleure version de nous-mêmes si nous avons le courage de partir et la détermination de construire à nouveau.